Monsieur Bielskis, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Oui, évidemment, bonjour, chers spectateurs. Donc, nous voici dans la suite de cette interview que nous avons appelée De cuir moustache aux salles sanglantes. Donc, c'est la partie 2. Monsieur Bielskis, vous êtes l'auteur des salles sanglantes. Oui, alors je vais le présenter, on y reviendra rapidement, mais je vous le présente quand même très rapidement. Comme vous pouvez voir, ce roman qui est en vente actuellement, que vous pouvez trouver aux éditions Zola Tondo ainsi que dans votre librairie préférée ou chez votre libraire préféré. Voilà, ça vous laisse l'idée que c'est une grosse histoire, mais on y reviendra. C'est mon actualité actuelle, pour jouer sur les mots, et c'est donc Les Salles Sanglantes, mon nouveau livre qui est un roman consacré à un serial killer. Donc, nous nous étions laissés la dernière fois, après votre aventure scénique, mais nous n'allons pas y revenir, je pense. Quoique, mais il s'agissait de votre premier recueil de poésie, c'est bien ça? Non, en fait, après le cuir moustache, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, et pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez la trouver aux éditions Zola Tondo sur le site, la chaîne YouTube. La chaîne YouTube consacrée. Vous pourrez trouver donc cette vidéo-là. Ces deux vidéos, pour expliquer très rapidement la synthèse, je suis en train de... je passe de rappeur-chanteur ou rappeur à écrivain. Bon, il s'avère que ce qui scelle ma carrière scénique en tant que chanteur est le titre Cuir Moustache. Je joue au Transmusical de Rennes, nous faisons un carton, patatras, ça ne plaît pas apparemment à certains, il y a un complot, et ma carrière se termine sans que je le sache petit à petit. Et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une reconversion quelque part. En fait, je ne me pose même pas la question. Au début, le problème est là, c'est que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où j'en suis. À ce moment-là, je suis loin de savoir que je vais écrire des livres, notamment. Mais par contre, en tant que personne créative, il faut que je passe à autre chose. Ah oui, et vous recevez, excusez-moi de vous couper, donc vous recevez, c'est sur ça qu'on avait fini exactement, vous recevez un appel d'un ami à vous qui... Une conversation Facebook, c'est un ami de Sébastien Gonzalez qui travaillait qui avait un contrat dans une petite maison d'édition qui s'appelle Collection Mémoire. Sébastien Gonzalez et David Garnacho me logeaient gracieusement à Montrouge, juste à Porte d'Orléans, à quelques centaines de mètres de la Porte d'Orléans à Paris. Et c'est chez eux que j'allais dans mes années Pampan Master et Cuir Moustache. Et un jour, Sébastien Gonzalez voyait qu'après le Pampan Master, le soir, pendant une certaine période, j'écrivais des textes plus ou moins longs, plus ou moins spontanés, sur divers sujets. Sur Facebook. Voilà, donc, et un jour, il m'envoie un message, il me dit tes textes sont super, moi je pense qu'actuellement je suis dans une maison d'édition. Ce que je pense, c'est qu'on peut faire une compilation de tes premiers textes et on sort un livre. Alors là, pour moi, c'est la grande inconnue parce que bon, je sors d'un échec avec la musique, je ne me vois pas, encore moins sortir un livre. Ça me semble encore plus compliqué, je ne connais rien, personne dedans, voilà. Si ce n'est mon ami Sébastien Gonzalez, donc, qui me propose ça, puisque lui est graphiste à ce moment-là des éditions Collection Mémoire. Donc on fait des sortes de checkpoints avec lui. Mais donc c'est un premier livre édité quand même dans une maison d'édition. C'est une proposition, une proposition, c'est-à-dire qu'au départ, moi je lui dis, écoute, ça me semble bizarre de sortir un livre. Il me dit non, continue à écrire, et le moment venu, moi je te ferai une proposition justement pour que ça sorte sur la maison d'édition, et donc que tu puisses écrire ce recueil de textes nocturnes que tu écris sur Facebook. Alors, est-ce que vous avez accepté cette demande?
Eh bien, progressivement, j'ai accepté, puisque progressivement, je voyais le volume de mes textes grossir et je commençais à comprendre qu'effectivement, j'avais de la matière à donner, à lire potentiellement à des lectrices et à des lecteurs. Donc l'idée est vite à germer dans mon cerveau de me dire oui, il va être possible, même si ça me semblait très très abstrait au départ, on va pouvoir concrétiser le fait d'écrire un premier livre et qu'il soit édité sur une petite maison d'édition qui s'appelle Collection Mémoire. Maison d'édition qui est consacrée, comme son titre l'indique, à la collection de mémoire, qui était dans le cœur de marché, était de faire des mémoires d'un grand-père pour toute sa famille ou une grand-mère, voilà, c'était ça. Mais ce qui n'empêchait pas cette maison d'édition d'avoir d'autres auteurs, d'autres styles. D'accord. Voilà. Donc finalement, après ces mésaventures scéniques, finalement, un nouveau souffle en quelque sorte, c'est-à-dire que vous passez de textes sur Facebook au livre potentiellement. Et d'ailleurs, vous aviez une grosse communauté sur Facebook. Combien de personnes vous suivez sur Facebook à cette époque-là ? À cette époque-là, 4000 personnes, ce qui est toujours le cas. D'accord, donc c'est quand même... C'est quand même conséquent, puisqu'on sait que Facebook bloque à 5000 personnes, puisque à l'époque, dans les années notamment 2010, il n'était pas rare que les personnalités culturelles ou autres disaient premier compte plein et deuxième compte, oui, parce que ça bloquait à 5000. Il semblerait que ce soit toujours le cas. En tout cas, moi j'ai 4000 personnes et je les ai toujours à ce jour, c'est-à-dire nous sommes le 19 décembre 2023 et j'ai 4000, je crois, 53 personnes. Ce qui m'étonne moi-même, puisque pendant des années je n'ai pas été sur Facebook et je pensais que personne, mais au final, les gens sont restés, des gens, voilà. Donc il y a au moins 4000 personnes qui ont suivi mon parcours et qui ont qui ont plutôt vu et été témoins de l'évolution de quelqu'un qui était un chanteur à devenir, à écrire un livre, un premier livre déjà. Voilà. D'accord, donc ce sont ces poèmes nocturnes. C'est pas vraiment que des poèmes, c'est pas vraiment des poèmes, c'est plutôt des textes, réflexions, des réflexions, des textes. Il y avait également quelques poèmes, bien sûr, mais c'était pas le cœur principal. Le cœur principal, c'était vraiment plus des textes spontanés, écrits, donc, comme je le dis, le premier livre s'appelle Minuit 32, en référence justement à ces écrits nocturnes. J'allais sur Facebook et j'écrivais sur un album de rap, sur un film, sur... je sais pas, tout ce qui peut... C'était très spontané, tout ce qui me passait par la tête. Il n'y avait pas de plan... programmé, c'était vraiment du spontané en termes d'écriture, mais tous ces textes spontanés compilés ont pu faire un premier livre qui s'appelle Minuit 32 qui est sorti en début d'année 2016. D'accord, parce que quand on est rappeur, on écrit aussi beaucoup, donc il y a un fil conducteur qui est celui-là, qui est l'écriture. Et donc effectivement, comme vous le dites, ce livre, ce recueil de textes, finalement, voit le jour. Il voit le jour. Fin 2015, j'envoie tous les textes à mon ami Sébastien. Il me propose plusieurs types de couvertures. On en choisit une. Et puis ensuite, la maison de collection de mémoire m'envoie le contrat d'édition. Il y a un bon à tirer. Tout ça, c'est très technique, mais je referai une vidéo plus pédagogique dans le futur, sachez-le. Pour les apprentis, pour ceux qui voudraient devenir écrivains, voilà, effectivement, je ferai une vidéo sur la chaîne YouTube des éditions Zolantondo à ce sujet, parce que j'ai quand même 7 livres à mon actif, édités ou réédités, donc je peux apporter un peu d'expérience et donner aussi mon avis sur ce qu'il faut faire, pas faire, et quelle est la réalité. Parce qu'il y a, comme le dit Freud,
Dans la vie, il y a un principe de il y a un principe de plaisir et il y a un principe de réalité. Et dans la littérature également, ça n'échappe pas à cette règle-là. Donc je ferai cela. Justement, alors comment se passe cette première expérience, finalement en tant qu'écrivain quelque part? La joie d'avoir un livre entre les mains. Je pense que c'est la principale chose. Je ne pense même pas aux ventes. Cette maison d'édition sort ce livre, mais pour eux, je suis totalement un ovni parce que je ne corresponds pas aux collections mémoires, à leur activité. Ce ne sont pas des mémoires de la vie de quelqu'un. Je n'écris pas de roman non plus. Ce n'est pas un recueil non plus de poésie. Ce n'est pas non plus un recueil de nouvelles et ce n'est pas non plus une pièce de théâtre. Donc je suis dans aucun canon, on va dire, ou un des quatre piliers de la littérature. Je suis un ovni. À titre d'information, par exemple, il y a un rappeur des Landes qui, à la même époque, presque quelques mois après moi, après avoir découvert que les éditions de collection mémoire existaient, a envoyé son script et raconté lui sa vie de rappeur. Et lui, et c'est passé en tant que roman. Et lui, je sais que lui, par exemple, les éditions collection de mémoire mettaient ses livres en avant quand ils allaient dans des salons du livre, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, excusez-moi, vous sous-entendez par là que votre livre, votre premier livre, aurait souffert d'un manque, je veux dire, il n'a pas été mis en avant comme il l'aurait dû? Il n'a pas été du tout mis en avant, c'est moi qui le mettais avec mes propres moyens. La maison d'édition a fait son travail légal, c'est-à-dire de déposer le livre, de faire le dépôt légal et envoyer à la Bibliothèque nationale de France l'œuvre, de la référencer parce qu'ils ont un distributeur, donc le livre était en vente dans un maximum de librairies, mais pas en physique, mais en commande. Voilà. La réalité, c'est que moi, par exemple, j'ai dû acheter peut-être 80 ou 100 livres pour les vendre moi-même. Voilà, parce que à partir, j'ai eu très peu de rapport avec cette maison d'édition. J'ai sorti 2 livres avec eux. Je vais revenir ensuite rapidement sur le second, mais il n'y a jamais eu trop de rapports. Et c'est d'ailleurs le paradoxe de ma carrière d'écrivain, c'est qu'actuellement je suis édité aux éditions Zola Tondo, mais à part les éditions Zola Tondo, je n'ai aucun professionnel avec qui j'ai pu parler de mon livre, que ce soit un bibliothécaire, un libraire. S'il y a une libraire une fois qui a pris mon livre et qui a dit en regardant mon livre, chez nous ça n'existe pas. Donc avec un mépris assez exacerbé. Merci à elle pour sa méchanceté. C'est-à-dire que cette personne considérait que votre œuvre... rien qu'à la couverture, on dit, comme le dit le dicton anglais, never judge a book by its cover. Elle voit la couverture, elle voit le logo collection mémoire, pour elle ça ne lui parle pas, donc elle prend le livre, elle dit ça n'existe pas, donc ça n'existe pas. Il ne faut pas forcer le monde. Un mépris donc pour la maison d'édition peut-être qui selon elle n'était pas digne. Notamment, et puis un mépris aussi également pour moi parce que je me prenais pour un écrivain, parce qu'il il faut savoir que je reviendrai, comme je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo là-dessus, mais il y a un mépris du monde des lettres pour les gens qui veulent écrire des livres. C'est-à-dire que il n'est pas interdit par la loi d'écrire un livre, en aucun cas. Mais les libraires et les éditeurs n'aiment pas les nouveaux écrivains, ils aiment très peu. Ou alors ils aiment les nouveaux écrivains ou les nouvelles écrivaines, les nouvelles autrices ou les nouveaux auteurs, si c'est des bons fils à papa, ou s'ils ont le schéma classique, au moins une licence de lettres, ou alors Cagne, Hippocagne, et puis un peu Sciences Po, ou alors, je ne parle même pas si on va chez Normal Sup, parce que là c'est pour aller faire des discours pour les ministres et les présidents de la République, mais il y a un mépris réel du monde des lettres pour les nouveaux écrivains, surtout depuis le fait que maintenant il y a beaucoup plus de facilité pour tout un chacun
de pouvoir s'auto-éditer notamment et de pouvoir... Voilà. Ben, je constate que finalement l'univers de la littérature que vous avez commencé à expérimenter en sortant ce premier livre semble être aussi complexe finalement que pour ceux qui ont vu la première partie de cette interview, que finalement votre univers scénique. C'est-à-dire que finalement on a l'impression que vous voyez à nouveau le jour en changeant d'activité entre guillemets, mais finalement ça va être finalement pas aussi simple qu'il y paraît. Ouais, la seule différence, je pense, entre la musique et la littérature, qui sont liées notamment par le mot édition, donc c'est pas si éloigné que ça, je pense que la littérature c'est un milieu encore pire, parce que c'est un milieu essentiellement bourgeois, et qui vient de loin, hein, qui viendrait, moi je pense que ça vient de l'ancien régime, notamment avec d'un côté la noblesse d'épée et la noblesse de robe, hein, ceux qui avec les moines, grâce aux moines, apprenaient à écrire, à lire et écrivaient des textes de loi notamment, et alors que la noblesse d'épée allait guerroyer contre l'ennemi. Je pense que la littérature est un domaine encore pire, parce que faire de la musique, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais tout le monde peut prendre une... Il faut savoir par contre jouer d'un instrument, ou chanter, ou savoir chanter, un minimum, hein, bien sûr, mais personne ne peut vous l'empêcher réellement. Quand vous sortez un livre, moi j'ai vécu, ça n'existe pas. C'est-à-dire, tu n'es pas de notre milieu, on ne te connaît pas, en gros, dégage. Voilà, c'est le mot. Donc pour moi, je pense que pour les apprentis écrivains, sachez que c'est très difficile, parce que c'est un milieu très très fermé, où l'entre-soi, sans jeu de mots, avec un E à la fin, une parenthèse, fait que il est difficile de faire sa place dans la littérature, parce que il y a plein d'éléments, et il vaut mieux être dans les classes sociales très élevées, ou les classes sociales assez élevées pour espérer être publié, tandis que pour faire de la musique, notamment pour être rappeur, on n'a pas besoin que le père soit préfet ou professeur dans une université, ou d'un cours d'économie en BTS. On voit toutes ces difficultés effectivement que vous allez affronter, que vous avez affrontées, mais finalement, vous sortez un deuxième livre. Alors je sors un deuxième livre parce que j'ai encore des choses à dire dans ces mots-là. Toujours chez Collection des Mémoires. Toujours chez Collection des Mémoires. Alors je sors ce deuxième livre, seulement là il se passe un autre problème, c'est qu'entre-temps, mon ami Sébastien Gonzalez a quitté la maison d'édition. Et là, moi j'ai pas trop d'expérience, et je reçois un livre qui est très très mal tenu. On est en quelle année là c'est l'année d'après, 2017. D'accord. En fait. J'ai assez de textes en fait pour sortir, donc je me dis dans la donc c'est toujours la même logique que le premier. Toujours la même logique, exactement. C'est exactement texte Facebook, exactement, tout à fait, ouais, pour préciser pour les spectateurs. Toujours des textes donc spontanés, et à la fin il y a aussi un petit chapitre avec des poèmes. Là la mise en page est catastrophique, la couverture sans plus, mais mon ami ne travaille plus dans la maison d'édition, donc moi j'ai signé le contrat. Ah, c'est lui qui s'occupait de ça lui il s'occupait de la mise en page. C'est un graphiste, c'est ça ? Il est surtout dans le milieu de la photo et du cinéma. D'accord. C'est un homme d'image, donc de graphisme un peu également. Et donc là il n'est plus là. Et la personne qui s'occupe de mon livre, ne sachant pas qui je suis, sachant que la maison édition collection de mémoire, n'ayant pas travaillé non plus le premier livre, bon, je suis référencé, mais je suis encore moins référencé que le précédent. Oui, donc on a noté que vous souffriez de négligence. Voilà. En tout cas, vous n'étiez pas mis en avant comme d'autres. Ouais. Mais là, clairement, là c'est encore plus. Là, c'est encore plus. Donc là, je me pose des questions une fois de plus, parce que faut pas oublier qu'on est en 2017
et que je ne suis pas si loin, si éloigné de l'échec de Cuir Moustache, notamment des transmusicales qui ont lieu 5 ans avant, et que entre les transmusicales et mon premier livre, il se passe 4 ans, et on va dire au moins 3 ans de questionnement, où qu'est-ce que je vais faire, où moi je vais faire des scènes où je ne prends aucun plaisir à faire ces scènes-là, où je galère à aller à l'autre bout de la France. Enfin bon, c'est pas un plaisir en soi. Voilà, et en 2017, je sors ce second livre, et là, je comprends que ça ne sert à rien, en fait. Je vais une fois de plus dans le mur, et c'est assez pénible. Bon. Pour autant, voilà, je pense que je devance votre question. Ce qui se passe, c'est que moi, je continue pour autant à écrire. Voilà, ce que je voulais savoir. Donc 2 livres, l'expérience est mitigée. Très mitigée, parce que Collection de mémoire. Chez Édition Collection de Mémoire, eux ont vendu certainement, vu ce qu'ils m'ont envoyé comme contrat, et ça je pense que, enfin pas comme rendu de compte, je n'ai même pas eu de compte rendu de compte, au moins pour le second, ça c'est sûr. Le premier, j'ai pas de souvenir déjà, donc je pense que j'ai même pas eu de retour de compte. Donc je pense que j'ai vendu 0 avec Collection de Mémoire, et que j'ai vendu mes propres livres en les achetant moi-même. Donc eux ne sont pas perdants, puisque eux, ils ont eu des livres achetés quoi qu'il en soit. Mais c'est moi qui les ai achetés. Après, moi j'ai fait. Et vous avez vendu, vous, voilà, de la main à la main, avec mes petits moyens, avec quelqu'un qui connaît aucun code, à quelqu'un qui va dans une librairie à qui on dit le livre n'existe pas, ça chez nous ça n'existe pas, avec tout le mépris possible. Donc c'est assez usant de rester à chaque fois sur ces incompréhensions d'échecs, sur des déceptions, et sur des choses qu'on n'explique pas en fait. Personne ne dit rien, personne ne me dit oui mais en fait c'est parce que tu t'y prends mal, parce que voilà c'est comme ça, ou alors on me dit on aurait pu aussi me dire carrément non, tu ne fais pas partie de la caste, ne sors pas de livre, voilà, et j'aurais pu l'entendre, pourquoi pas, mais je ne sais rien de tout ça. Mais donc là quelque part, ouais. Je me mets à la place des gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Finalement on a constaté l'échec, on peut l'appeler comme ça, de Cuir Moustache, entre guillemets, pour ne pas exagérer. Là, 1 livre, 2 livres, encore un échec finalement. Qui n'existe quasiment pas. D'ailleurs, la phrase. Vous arrêtez, ou vous n'allez pas sortir un 3e livre chez Collection de Mémoire Alors, chez Collection de Mémoire, c'est exclu, ça c'est sûr que je ne veux plus. Mais par contre, je continue quand même à écrire. Malgré tout, parce qu'on peut aussi écrire pour soi. Ça, il faut savoir. Il n'est pas interdit d'écrire pour soi, en fait. Ça, sachez-le. Les carnets intimes, ça a toujours existé, notamment. Et on peut très bien écrire pour soi et ne pas sortir de livres. Donc votre contrat avec les éditions de mémoire, ne vous contraignez pas à écrire Non, je cédais des droits de 5 ans sur chaque livre, mais je n'avais pas un contrat comme en maison de disques, qui était le contrat de, par exemple, le contrat basique dans les années 90, qui était de 3 albums en 5 ans dans une maison de disques. Là, avec les éditions Collection de Mémoire, c'était du livre au livre. Voilà. J'aurais proposé, peut-être qu'ils auraient accepté ou pas, un 3e livre, mais vu le désastre de l'opération, il était hors de question que je continue de travailler avec eux. Donc, comment vous allez faire finalement? Je continue à écrire, comme je vous dis. Sur Facebook toujours? Alors, pas forcément sur Facebook, mais il y a eu un autre détail, c'est-à-dire que j'ai des amis talentueux dans bien des domaines, et j'en ai un qui s'appelle Xerac, qui habite à Paris et qui est très fort en jeux vidéo. Il est marié à une japonaise, il a eu un reportage d'Anthrax, Arte, voilà, il a plusieurs personnages. Il est à la fois, donc il peut faire des jeux vidéo, il monte des applis sur Android et iOS, et également il sait aussi faire des mangas. Puis un jour, j'apprends sur Facebook qu'il sort un 3e volume d'un manga. Je savais même pas qu'il avait sorti de premier volume. Et j'achète ce 3e volume. Je le reçois chez moi et je regarde bien le livre, puisque
ayant sorti des livres, on s'intéresse un peu plus forcément, nous on est dans le derrière de Oui, la vous avez scène. une expérience. Voilà, donc il y a des petits indices, des petits comme ça. Puis je vois que livre imprimé chez The Book Edition. D'accord. Je contacte pas Xera, qui est un pote, j'aurais pu le contacter et tout, mais je vais directement sur The Book Edition. Je suis sur Donc c'est internet. notre maison d'édition finalement. C'est pas réellement une maison d'édition à la base, c'est un imprimeur, mais qui est devenu maison d'édition. La nuance, je vois. Voilà, la nuance est un peu différente. Donc en fait. Non, en fait, finalement, c'est plutôt une plateforme d'auto-édition gérée par un imprimeur quelque part. Quelque part. Même une maison d'édition en tant que telle. Oui, plus qu'une édition. Mais pour autant, ils ont une activité d'éditeur. D'accord. Et pour autant, ils ont une activité d'éditeur. Donc, à ce moment-là, moi, je me dis, s'il y a un prochain livre à sortir, parce que je vais sur The Book Edition et là, j'apprends que je peux sortir un livre à l'unité. Je dis bien à l'unité. C'est-à-dire qu'avant, dans les années 80 ou 90, si vous sortiez un livre, il fallait au moins faire une commande de 500. Sinon, moi par exemple, quand j'ai sorti mon premier album de rap, minimum c'était 500 qu'il fallait acheter de CD. Si vous achetez, s'il y avait moins de 500, l'imprimeur de CD vous disait non, moi MPO, il n'y avait pas beaucoup d'imprimeurs de CD malgré ce marché lucratif à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça en France. Et en dessous de 500, on n'acceptait pas. Donc voilà. Là, je pouvais écrire un seul exemplaire. Bon, je dis, mais c'est génial. Là, un seul exemplaire, quel est le risque à prendre là-dessus? C'est moi qui fixe tout. Je vais bien sur The Book Edition, qui en plus, The Book Edition est très pédagogique, vous explique tout de A à Z, où vous comprenez tout comment vous pouvez faire pour être auto-édité. Attention, parenthèse, auto-édition dans le milieu de l'édition, c'est un crime. Je dis bien un crime, c'est très 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 mal vu. Pourquoi dites-vous cela? Il suffit de lire une lettre de l'ALCA, notamment la dernière lettre de l'ALCA, qui est une association consacrée aux livres aquitains, notamment. Et oui, ALCA, c'est un acronyme. C'est un acronyme, exactement, où on vous explique que, en gros, c'est l'équivalent du diable de faire l'auto-édition. Mais bon, à cette époque-là, moi, je m'en fous de l'ALCA et de leur avis. Donc, oui, The Book Edition, parce que je viens de regarder, numéro 1 de l'auto-édition en France, c'est ça. Et donc, finalement, vous allez pouvoir éditer finalement un peu plus librement vos écrits. Et surtout à un exemplaire. Votre troisième livre. Voilà, mon troisième livre, parce que je compte quand même en faire un troisième. C'est-à-dire en 2016, j'en sors un, en 2017, j'en sors un, et j'ai toujours envie d'écrire. J'ai quand même envie d'écrire. Alors, il y a un contexte aussi qui m'a mené à écrire un nouveau livre, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'étais passionné énormément de parfums, et énormément et de parfums de ce qu'on appelle de niche, c'est-à-dire des parfums de petits producteurs que vous ne trouverez jamais en vente chez Sephora ou chez Nocibé ou chez les gros, ou Marionneau, chez les gros distributeurs. Là, c'est plutôt des parfums plus confidentiels que l'on retrouve dans des petites maisons. Et moi, j'allais à Bordeaux dans une parfumerie qui s'appelle Le Nez Insurgé, tenue par Dorothée Duré, que je remercie grandement puisqu'elle a participé à la préface du livre. Donc de votre troisième livre? De mon troisième livre, qui, voilà. Tout part d'elle d'ailleurs, dans l'idée, parce qu'un jour elle m'interviewe et elle me dit est-ce que je peux vous interviewer pour mon blog avec les parfums que vous avez achetés chez moi? Et je fais une photo et on fait un petit interview. J'accepte avec grand plaisir. À cette époque-là, j'avais acheté 4 parfums chez elle. Donc la photo, je suis comme ça, en train de tenir dans mes deux mains, dans chaque main 2 parfums. Et il y a une idée qui germe, notamment dans la tête, puisque la personne qui est en train de m'interviewer est mon éditeur, il s'appelle Zola Ntondo, donc c'est-à dire vous-même. Je confirme. Voilà, Zola, vous me proposez, pas me demander, mais vous me proposez l'idée. Écoutez, peut-être ce serait une bonne idée de parler de ces 4 parfums, vu que
on en avait discuté, il vous rappelle aussi des souvenirs. C'est un peu le principe de la Madeleine de Proust. Hein, le angle olfactif, c'est un peu ça. Hein, c'est-à-dire, je parle de 4 parfums liés à des souvenirs d'enfance ou d'autres éléments marquants dans ma vie. Voilà, une rencontre avec une fille, une soirée avec une fille, donc des vacances familiales. Bon. Mon rapport aussi global au parfum, comment je passe en gros de parfums de grosses machines, de gros parfums commerciaux de Tommy Hilfiger à passer à une maison comme la maison Frappin. Bon voilà, il y a tout ça. Et il y a cette idée de faire ce livre et notamment ce livre en point de vente, de le mettre notamment, et ce qui coule de source, au Nez Insurgé, donc chez un parfumeur, sortir un recueil de 4 nouvelles donc, consacrées à 4 parfums. Donc on n'est plus dans le texte ou là on est carrément dans la nouvelle. Donc là on est dans la nouvelle. Donc là c'est la réédition que je vous montre qui est aux éditions Zola Tondo que vous pouvez donc toutes et tous vous procurer si vous le souhaitez. C'est Angle olfactif intense, 4 nouvelles consacrées à 4 parfums de niche, les 4 parfums qui me sont chers de cœur puisque me rappellent des souvenirs et je raconte ces souvenirs à travers ces parfums. Tout en parlant aussi, également, parce que j'étais passionné de parfum, des notes de parfum, de ce que ça m'évoquait. Voilà, il y a quelque chose aussi, il n'y a pas que... Oui, notes de tête, voilà, les notes, voilà. Il y a aussi l'aspect un peu plus... je ne suis ni un nez, ni un parfumeur, ni un spécialiste total en parfumerie, mais pour autant, depuis que je vais au Nez Insurgé, je m'intéresse beaucoup aux parfums, et encore plus, et d'ailleurs, mon odorat s'est plus développé depuis cette époque-là. Je sens beaucoup plus qu'avant certaines choses, voilà, j'ai un odorat plus développé depuis que je m'intéresse plus aux parfums. Et c'est d'ailleurs c'est là qu'on peut trouver Apprendre ou à laisser, cette nouvelle, avec cette mystérieuse femme russe avec qui vous discutez. Est-ce que c'est bien ça? Oui, il y a un parfum qui s'appelle Peau de bête, voilà. Qui n'est pas anodin, puisqu'il est très marqué. Il a une odeur très fauve, très cheval, même très chevaleresque, c'est pas le terme, mais oui, très fauve. Et j'avais mis ce parfum notamment en ayant rendez-vous avec une jeune femme d'origine russe, mais franco-russe maintenant, ayant aussi la double nationalité. Et j'avais passé une agréable soirée avec elle au restaurant, on avait discuté, tout ça. Et donc, il y a cette nouvelle-là. Et donc, ça a été Angle olfactif. Là, c'est Angle olfactif intense parce que c'était une réédition. Mais au début, ça s'appelait simplement Angle olfactif. Et c'est le premier livre que j'ai sorti chez The Book Edition. Donc, votre 3e livre. Alors, vous avez spoilé finalement pour nos spectateurs. Mais donc, on va prendre cette route. Car on sait que vous sortez effectivement la première édition par vous-même en auto-édition, donc Angle olfactif. Tout à fait, ouais. Mais vous nous avez montré finalement Angle olfactif intense aux éditions Zola Tondo. Donc voilà. Autant, finalement, on a compris que finalement, vous êtes passé par édition collection de mémoire. Vous avez trouvé que c'était insuffisant. Insuffisant, vous, en tout cas. Vous passez par l'auto-édition en sortant Angle olfactif. Mais vous nous avez montré Angle olfactif intense. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour finalement ne pas avoir continué en auto-édition quelque part? Est-ce que ça a un rapport? J'ai continué en auto-édition. D'accord. Après Angle olfactif, et même avant Angle olfactif, j'avais un projet de roman. Et j'avais un projet de roman qui... C'est beaucoup plus ambitieux. Beaucoup plus long en plus, voilà. Il s'avère que le recueil de nouvelles, je l'ai écrit en moins d'un mois, tandis que le roman, je l'avais mûri depuis plus longtemps, mais j'avais moins d'expérience,
D'ailleurs, il y a 2 épreuves de ce roman-là, hein. Il y a une toute première qui n'est pas bonne du tout, et qui là, pour le coup, si je l'avais sorti, moi-même, je me mettais en faute littéraire, en termes de qualité littéraire. Et ensuite, grâce à Angle Olfactif, j'ai appris la rigueur de l'écriture réellement d'un livre. Donc là, malgré que le fait que ce soit un petit livre, pas à 75 pages à peu près, j'ai appris la rigueur, 4 nouvelles certes, mais qui ont changé totalement mon approche de l'écriture, et surtout les idées de planification, les idées de se projeter sur un plus gros projet, mais tout en étant très cohérent. La structure, voilà, tout ça. Un roman donc avec un personnage principal notamment, un lieu principal, tout ça et tout. Des intrigues. Bon voilà. Et tout ça, je le dois grâce à The Book Edition. Puisque Angle Olfactif, je le mets en point de vente au Nez Insurgé, on en vend quelques-uns, j'en vends toujours pareil de la main à la main, mais je suis toujours limité par le fait que je suis ni en activité d'éditeur, que je ne suis ni auto-entrepreneur, donc tout se fait de la main à la main, donc en fait il y a toujours ce côté amateur, je ne peux pas le nier là-dessus, sur ce point-là. Ensuite, donc il y a ce roman qui germe dans la tête, qui est déjà commencé à être écrit, mais entre-temps sort Angle Olfactif, et Angle Olfactif me fait prendre conscience que non, il va y avoir beaucoup plus de travail. Si tu veux sortir ton roman, il va falloir travailler un peu plus. Donc là, il se passe un peu plus de temps, et en 2020, toujours chez The Book Edition, je sors Un appartement festif. Donc le 4e. Ça, c'est le 4e livre. Et c'est mon premier roman. Et ce roman-là, l'histoire est simple, raconte 6 mois de fête dans un appartement, dans un studio, dans un T1, chez un personnage qui s'appelle Kurt Gainsbach, un Toulousain qui a vécu pendant 2-3 ans à Bordeaux, et qui s'installe à Bordeaux et qui organise chez lui, qui permet l'organisation en gros de juin 2010 au 31 décembre 2010, même si ça continue légèrement un peu, mais c'est pas le propos, un peu après, pendant 6 mois de fête dans ce T1. Le livre... C'est pas petit un T1 pour faire... Eh ben, c'est toute la magie de cette aventure-là, en fait. C'est petit, mais il y a eu concert. Moi, j'ai fait un concert, notamment dans ce studio, dans cet appartement studio. Il faut savoir aussi, les conditions étaient très bonnes. C'est parce que nous étions le seul... Kurt Gainsbach était le seul locataire de tout l'immeuble, puisque l'immeuble, le reste, les appartements étaient réservés, étaient des remises à restaurants. Donc en fait, on n'avait pas de voisins qui pouvaient se plaindre du bruit. Du bruit, il y en avait partout, parce qu'il y avait le restaurant, il y avait un gros bar à côté qui s'appelle The Caesar Parliament. Donc c'était pas, le bruit, on ne pouvait pas être forcément, nous, taxés de tapage nocturne. Donc ça, je le sors avec donc The Book Edition. Donc 4e livre. 4e livre. Plus ambitieux. Plus ambitieux, exactement. Et ça sort pendant les périodes du confinement. Je ne sais plus quel confinement, mais je pense ça sort à l'hiver 2020. Donc en 2019, il n'y a pas de livre. Mon 4e livre donc, sort en 2020. C'est déjà pas mal, quand même, de 2016 à 2020, sortir 4 livres, enfin, qui est 4 livres, c'est quand même, j'estime déjà un beau petit parcours. Et donc, je sors le livre, et là, comme en plus on est là, pour le coup, en confinement et tout, là, c'est un peu avec les copains, c'est un peu sur les réseaux sociaux. Je prends des enveloppes d'achat Rakuten que moi-même j'ai fait, je rescotche par-dessus et je renvoie. Tout est fait de façon très amateur. Vu l'expérience que j'ai eue avec les librairies et surtout la non-expérience d'avoir aucun relais avec quoi que ce soit avec le monde littéraire, je fais tout moi-même.
Et donc, forcément, je suis limité. Mais est-ce que ça se passe mieux quand même pour vous ça se passe mieux déjà, on va dire, le plus important, littérairement parlant et artistiquement en termes de création, parce que c'est un roman déjà, premièrement, c'est plus long, donc, et c'est une épreuve réussie, puisque plus de 50 personnes ont acheté ce livre, je pense. Donc, mais comme je vous dis, hein, je ne pouvais pas aller plus haut puisque je n'avais pas de structure commerciale. Vous faisiez tout par vous-même. Oui, voilà. Donc il y a un moment où là, il ne peut pas y avoir de miracle. Et je n'avais pas envie non plus, vu que j'avais auto-édité moi-même mon livre, quel était l'intérêt de l'envoyer à des maisons d'édition, puisque eux, leur principe, c'est de recevoir des manuscrits quand ils ont envie de les lire, lol. Puisque pendant les confinements, Gallimard a fait passer le mot « ne nous envoyez plus de manuscrits », comme s'il les lisait, ça se saurait. Hein, on est débordé de manuscrits, parce qu'effectivement, quand il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui s'ennuyaient aussi, et certains se sont dit, pour eux, ce serait peut-être le moment, j'ai oui, la parce possibilité que d'écrire. Voilà. vous avez écrit un livre finalement, Un appartement festif. La très belle pochette, je vois un verre avec. Ouais, fait par Psychographe, alias Julien Vieuxsang, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, et qui est un de mes amis, et surtout qui est graphiste et qui et pas que, qui a aussi monté une marque de vêtements notamment, qui est un homme couteau suisse multifonction, mais qui a créé tout le visuel du Pampan Master et un visuel notamment de cuir moustache, voilà. Donc ceux voilà. qui cherchent un graphiste, Julien Vieuxsang, demandez-nous dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. D'ailleurs à nous poser des questions dans les commentaires sur YouTube ou même sur les cours instruits sur Instagram. Je réponds à tout. Mon éditeur Zolan Tondo aussi répond également s'il y a besoin. Je confirme. Et donc, vous n'avez donc, selon vos dires, la tentation aurait pu être présente vu la situation. Vous n'avez jamais envoyé donc ce livre à un éditeur, par exemple, pour, je sais pas, pour lui montrer, enfin. Eh bien, je l'ai fait. En fait, mais en fait, vous venez de dire l'inverse, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça tout le paradoxe. Parfois la mémoire nous joue des tours. Et en fait, comme j'ai jamais eu de retour de qui que ce soit du milieu du livre, et que ça commence à me peser, je me suis dit une fois, il y a une maison d'édition qui me plaît, pas très loin de chez moi, qui s'appelle les éditions Finitude. Ils ont édité un livre qui s'appelle En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Et ce livre a été un best-seller, je crois que c'est 600 000 ventes, 30 ou 35 traductions dans le monde. Et c'est aussi un film que j'ai beaucoup apprécié avec Romain Duris et Virginie Fira, qui est sorti en 2022, je crois. Ouais, c'est 2022. Voilà, donc je me suis dit naïvement, écoutez, cette maison d'édition, je ne cherche absolument pas à être édité par elle, c'est pas le but, mais c'est peut-être l'occasion à ce que j'ai un retour professionnel. Ah oui, voilà. Oui. Et qu'on me dise, mais pourquoi pas, est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas. Oui, vous pourriez avoir des axes d'amélioration, voilà, peut-être un conseil, la vie d'un professionnel. Je cherchais simplement la vie d'un professionnel. Alors moi c'est très simple, je m'exprime en français, j'écris une lettre en français où je marque aux éditions Finitude, je vous envoie mon livre parce que j'apprécie notamment un de vos auteurs, puisqu'Olivier Bourdeau a sorti plusieurs livres et je les ai d'ailleurs tous achetés et c'est un des rares écrivain contemporain qui m'intéresse, parce que je ne m'intéresse pas trop à la littérature contemporaine. Je suis plus, moi, dans l'ancien, ou au maximum dans les années 80, ou les auteurs des années 80, de type Bret Easton Ellis, voilà. Mais je ne suis pas trop dans la littérature contemporaine, ne m'intéresse pas trop. Et je marque bien sur la lettre en français, puisque je m'exprime en français, je leur explique, je voudrais, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un retour sur mon livre. Donc je prends mon livre, je le renvoie, sachant qu'à vol d'oiseau, ils ne doivent pas être très loin de chez moi, puisqu'ils sont la commune juste à côté, maximum ils sont à 1 ou 2 kilomètres de chez moi, et pas à vol d'oiseau, c'est-à-dire vraiment, donc j'envoie.
quelques semaines après, je reçois une lettre m'expliquant bonjour monsieur, nous ne cherchons pas d'écrivains, nous avons assez d'écrivains comme ça. Mais c'est pas ce que vous demandiez. Exactement, mais c'est un peu le mépris de ce milieu, c'est une fois de plus, ce qui se confirme, c'est-à-dire qu'ils ne veulent comprendre que ce qu'ils ont envie de comprendre. Je ne cherchais pas à être édité chez eux. Ah oui, comme dans cette fameuse lettre de l'ALCA. De l'ALCA, exactement, oui, voilà, c'est-à-dire, l'ALCA, ou alors par exemple aussi, j'ai voulu faire une immersion, un stage dans la plus grande librairie bordelaise, Mola, et 6 mois plus tard, on me renvoie une lettre et on me répond nous ne cherchons pas d'employés, nous avons assez d'employés comme ça. Je ne sais pas si ces gens-là qui ont du pouvoir savent lire, ou alors font lire à des SECPA ou à des je sais pas, des gens qui ne parlent pas le français. Mais en tout cas, la réponse n'était pas satisfaisante de la part des éditions Finitude, et je les remercie parce que ça me pousse à continuer, et surtout à penser que les maisons d'édition traditionnelles, qu'elles soient petites ou grandes, sont souvent très larguées et ont peur de la nouveauté. Bien qu'elles fassent croire qu'elles accueillent, qu'elles adorent les nouveaux écrivains et tout, ceci est un mensonge. Elles n'aiment que leurs copains et l'entre-soi, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo tout à l'heure. Donc, un petit conseil, je reviendrai dans les vidéos, faites gaffe quand vous envoyez vos manuscrits, parce qu'ils ne les lisent à 99%, ils ne les lisent pas, et ils sont débordés apparemment, et n'envoyez pas votre livre, parce que mon livre, ils ne me l'ont même pas renvoyé, c'est-à-dire, donc vous perdez beaucoup d'argent, parce qu'il faut savoir que quand vous envoyez un manuscrit, c'est quand même du poids, c'est de l'argent, c'est un envoi postal. S'il n'y a pas de réponse, à un moment ça commence à coûter cher, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Quand vous êtes écrivain, qu'est-ce qu'on vous dit la première chose? Mais t'envoies des maisons d'édition? Mais quand même, il faut que t'envoies des maisons d'édition. Quand même, il faut que t'envoies. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Effectivement, c'est tout ce que j'ai à répondre là-dessus, puisque les maisons d'édition, notamment l'ALCA, avec sa dernière lettre, qui est en date actuellement, dit que l'auto-édition, c'est diablerie, en fait. Voilà, c'est très mauvais, donc voilà. Donc, mais oui. quelque part, Oui. J'entends ce que vous dites, mais vous nous avez spoilé tout à l'heure que vous étiez aux éditions Zolantando. Donc finalement... Ça, c'est le parcours qui m'amène ensuite. Mais l'auto-édition, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement vous ayez besoin de renouer avec l'édition traditionnelle, entre guillemets? Parce que Zolantando, qui est en face de moi, m'a proposé, est éditeur, et on se connaît depuis des années, a monté sa maison d'édition et m'a proposé que nous travaillions ensemble, tout simplement. Voilà. M'a proposé... Donc effectivement, Zolantando, moi-même, j'ai lu ce livre, contrairement à d'autres, effectivement, un livre très intéressant, et j'ai décidé de le rééditer. Exactement. Donc, voilà. Avec notamment pour la réédition une préface, un avertissement. Exactement. Sur, car les faits, des choses sont dites dans cet ouvrage qui pourraient choquer certaines personnes. Voilà. Donc, c'est un livre qui n'est pas à mettre dans toutes les mains, parce que c'est un livre sur la fête, avec parfois ses excès et ses gros excès, et donc à ne pas reproduire chez soi. À ne pas reproduire chez soi. Cependant, voilà. C'est une fiction. C'est une fiction aussi. Attention, c'est une fiction particulière parce que elle est, moi je l'ai toujours dit sur ce livre-là, la seule chose qui est fausse, ce sont les noms dans le livre. C'est-à-dire qu'à 99,9% du livre, tout est vrai. Il y a très peu d'éléments qui sont faux dans l'appartement festif. Les noms ont été changés. J'ai changé volontairement les noms. Donc les personnes existent. Les personnes existent vraiment, vraiment. Par contre, j'ai changé les noms. Pourquoi? Parce que je suis un grand fan de Jacques Kerouac et de Sur la route. Et je sais que lui, aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus procéduriers, et lui c'était les années 50, mais malgré ça, c'était déjà à l'époque le cas chez eux. Ça lui avait pris beaucoup de temps de changer. Il avait changé plusieurs fois les noms parce que si un ami à lui se fâchait entre-temps, il attaquait un procès, tout ça et tout. Et ça m'était resté en tête parce que moi, j'avais pas peur spécialement d'un procès, mais j'avais envie que mon livre vive, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai changé les noms. Et personne n'a eu à se plaindre de quoi que ce soit dans le livre, puisque, en plus,
c'est un livre de joie et de fête et de grand bonheur pour beaucoup. Et donc, il n'y a pas eu de plainte, de quoi que ce soit. Donc c'est votre 4e livre, Alors, mais votre premier roman. alors c'est mon premier roman, effectivement. Donc là, je rentre dans... j'ai commencé par les nouvelles. Donc, les piliers... pour moi, il y a 4 piliers dans la littérature. Hein, enfin, selon moi, il y a la poésie, le théâtre, les nouvelles et le roman. Ce sont pour moi les 4 piliers littéraires. Voilà, c'est tout. J'ai fait, en ce qui me concerne, des nouvelles, comme vous avez pu le voir, avec Angle olfactif, avec le 4 parfums. J'ai fait un roman, je continue à faire des romans. Rassurez-vous, pour les recueils de poésie, ça viendra, et le théâtre aussi. Donc je ferai les 4 piliers de la littérature seront atteints en ce qui me concerne, un jour ou l'autre. De toute façon, ça c'est pas un problème. Les idées sont là, elles sont déjà prêtes, il n'y a plus qu'à. Donc voilà. Donc il faut savoir que ces 2 livres, d'ailleurs, que vous pouvez trouver, donc, hein, je rappelle, aux éditions Zola-Intondo, sont sortis parmi les premiers livres des éditions Zola-Intondo, en fait. Absolument. Le premier étant Un appartement festif. Voilà. Là c'est pareil, hein. C'est comme pour les salles sanglantes, la vidéo là nous amène jusqu'aux salles sanglantes, hein, mon dernier roman. De Cuir Moustache aux salles sanglantes. De Cuir Moustache aux salles sanglantes, mais là on est sur la partie qui va mener réellement aux salles sanglantes. Sachez que ces 2 livres sont disponibles donc aux éditions Zola-Intondo et sont disponibles également chez tous vos libraires et sur toutes les plateformes. Voilà, il est même en audiobook, même en e-book. Voilà. Ça, il fallait le préciser aussi. Voilà, ce sont des rééditions, certes, mais elles sont rééditées aux éditions Zola-Intondo, qui est mon éditeur actuel. Et donc enfin, on en arrive à votre 2e roman. Alors on en arrive à mon 2e roman. Les salles sanglantes. Effectivement. Est-ce que vous en voulez à des gens, Monsieur Baskis? Parce que c'est un titre assez violent. Est-ce que peut-être que toutes ces personnes qui vous ont fait, entre guillemets, souffrir, est-ce que auriez-vous un désir de vengeance en écrivant ce livre envers certaines personnes? Alors, c'est pas un désir de vengeance sur des gens qui auraient été, le gars du Krakatoa, je sais pas. Sur les gens de la musique, sur les gens très méprisants, très hautains dans le milieu du livre. Non, là c'est une histoire un peu plus personnelle, d'expérience. Je suis cinéphile en fait. J'ai la carte UGC depuis 2015. Je consomme énormément de films. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre. Je suis à 404 films vus depuis le début de l'année, entre le cinéma. Khalil Kassim aussi d'ailleurs, qui est cinéphile et d'ailleurs... Cinéphage, comme j'aime bien dire. Oui, et qui est aussi écrivain aux éditions Zola-Intondo. Et cette année, par exemple, je suis à 146 ou 147 films vus à l'UGC, plus que je vois chez moi. Il y a une année, pendant les confinements, où j'ai vu 466 films. Donc, c'est-à-dire... Donc, si je comprends bien, oui, les salles sanglantes, c'est un jeu de mots... Avec les salles obscures aussi. Pourquoi ? Parce que je suis cinéphile et comme le cinéma est une entreprise, est une industrie culturelle et fait partie de la société, comme tous les milieux de la société, elle est aussi gangrénée par les incivilités, notamment par les spectateurs au cinéma, qui, pour le dire poliment, viennent casser les pieds pendant que certains cinéphiles viennent regarder un film. D'autres, on se pose la question si vraiment ils sont venus pour regarder un film. Oui, ils regardent leur téléphone. Ils regardent leur téléphone. Arrivent en retard. Ils arrivent en retard. Aiment beaucoup faire du bruit. Ils font du tam-tam avec le popcorn, le gros pot de popcorn. Oui, ils mangent des popcorn. Voilà, énormément de bruit. Voilà, certains aussi sont au café, hein, c'est-à-dire qu'ils discutent à voix normale pendant le film, pendant que les gens regardent. Il y a aussi
d'autres gens qui sont assez remuants, qui sont devant vous, qui vont se lever, bouger la tête en permanence, en dit non. Alors, quand ça, tout le long du film, quand vous êtes derrière, voilà, il y a ceux qui tapent sur le siège, il y a ceux aussi qui sont carrément chez eux, qui mettent le pied à côté de votre tête, ils sont derrière vous, et puis vous avez leur pied, hein, parfois qui marchent dans la merde ou dans la pluie et tout, et vous l'avez à côté de votre tête, parce que c'est comme ça, ils sont chez eux. Pourquoi aussi? Parce qu'au cinéma, il faut savoir que la moyenne du cinéma en France, c'est un film par Français par an. Alors moi, cette moyenne, je l'explose largement parce que je suis au-dessus du niveau olympique français. Mais par contre, le problème, c'est que souvent, ces gens qui vont peu au cinéma et qui sont peu éduqués donc à bien se tenir dans une salle de cinéma, sont parfois mieux considérés que les abonnés en fait. Donc en fait, ils se permettent ce qu'ils veulent avec cette fameuse phrase « le client est roi ». Oui, le client est roi, mais il faut qu'il respecte les autres aussi, parce qu'il est dans un lieu public, et donc il faut qu'il respecte la tranquillité, parce que quand on regarde un film, même chez soi, on ne fait pas de hula hoop, on ne fait pas en même temps sauter des crêpes, on ne joue pas au foot ou au badminton. Donc en fait, moi plus j'allais au cinéma et plus je voyais d'incivilité. Et on ne peut rien dire, parce qu'il y a une règle qui est importante, c'est d'ailleurs cité dans le livre, c'est celui qui se plaint qui a tort. Il faut le savoir, parce que c'est lui qui dérange, c'est lui qui fait du bruit. Donc la personne qui fait du bruit à la base, ou qui dérange, ou qui son téléphone sonne et tout, c'est pas lui le coupable. Le coupable, ou la coupable, sera toujours la personne qui se plaint de l'incivilité. Et tout ça, ça m'a amené à me dire, je peux faire quelque chose de tout ça, mon expérience peut me mener à créer une histoire et je vais faire un roman de tout ça en fait. Et donc les salles sanglantes, alors il y a effectivement deux sortes de clients. Ouais. Donc il y a comme vous les abonnés, ou en tout cas les habitués, ceux qui vont souvent au cinéma, exactement. Et ceux qui viennent de façon épisodique. Voilà. Mais d'un point de vue de l'entrepreneur, on peut comprendre que le client qui vient régulièrement est déjà fidélisé. Oui. Donc on doit apporter une attention particulière à celui qui vient rarement pour potentiellement le fidéliser. Exactement. Cependant, les incivilités au cinéma sont inadmissibles. Et donc, si je comprends bien, c'est aux incivils des cinémas que s'adresse cette œuvre. Notamment, mais pas que. Elle s'adresse aux gens qui aiment aussi les tueurs en série. Et qui aiment les films ou les séries avec les tueurs en série. Elle s'adresse aussi aux gens qui aiment lire un roman, qui aiment découvrir un personnage haut et en couleur, parce que le personnage principal, Olivier Foch, est un homme ultra riche en France. Il a 37 ans, il est jeune, il habite à Bordeaux, mais il fait partie... dans le livre, qui est une fiction, rappelons-le, là c'est pas comme l'appartement festif, là on est dans l'ordre de la fiction. Il est membre du conseil de surveillance du groupe de luxe LVMH, le groupe leader mondial, voilà, parce qu'il était tellement puissant en tant que salarié, il coûtait tellement cher en charge, et ses résultats étaient tellement importants que le board de LVMH s'est dit, ça vaut le coup de mettre Olivier Foch, puisque tel est son nom, de le mettre au conseil de surveillance de LVMH pour donc régler des affaires, voir plus loin, chercher s'il faut des talents, mais surtout... à ce moment-là, c'est vraiment quand il est dans le board, c'est pour régler les gros problèmes internes à LVMH sur le cours de l'action et sur des actions qui sont malmenées par certains cadres dans certains pays. Voilà son travail. Sachant que Olivier Foch n'a pas que cette activité-là. Dans le livre, il est aussi copropriétaire avec Oni de prime abord. Oni de prime abord, qui est un personnage que l'on retrouve, qui est un des personnages principaux de l'appartement festif. Et en fait, tous les deux possèdent dans le livre un club de twerk. Un club de twerk à Bordeaux.
avec, qui Donc fait le fortune. twerk, Voilà. pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une danse exotique. Exotique, très sexuelle, très érotique, Ouais. très suggestive, voilà, et très à la mode. Basée sur un mouvement frénétique Des reins et des fesses, voilà. Vous pouvez trouver beaucoup de twerk pour ceux qui aiment le rap dans les clips de Nicki Minaj, Cardi B, Megan Thee Stallion, et puis il en arrivera bientôt assez en France et ça commence déjà, ne serait-ce que même dans des clips de Aya Nakamura, voilà, vous pouvez trouver tout ça. Donc Olivier Foch est un homme d'affaires, ne l'oublions pas, et il a cette affaire-là. Avec Oli de prime abord, une affaire qui marche d'ailleurs très très bien. Et il a donc son affaire avec cet emploi avec LVMH qui est c'est pas réellement l'emploi puisque lui il fait partie du board, donc il est au-delà de l'emploi, il n'est pas salarié. Et donc, si je peux me permettre, donc il y a ce que vous êtes en train de dire, mais parallèlement, vous avez parlé de serial killer. Oui. Il y a un serial killer aussi dans cette histoire, vraisemblablement. Oui. Ouais. Donc, quelle est l'intrigue de ce livre? Comment, je veux dire, pour ceux qui nous regardent, certains vont acheter ce livre. Quel est vraiment le cœur de ce livre, l'intrigue principale qui fait L'intrigue que ce principale, livre... c'est qu'il y a des meurtres dans l'UGC Cinécité Gambetta de Bordeaux. Des meurtres sont faits sur des spectateurs par un tueur en série, en fait. Voilà. Qui lui-même va au cinéma. D'accord. Voilà. D'accord. D'où la tache de sang, évidemment, ça va. Exactement. Des spectateurs vont mourir, des incivils peut-être, qui ont pour habitude de mal s'en comporter. Disons que... Alors, non, et là je ne spoil pas tout le livre, mais il tue des innocents, pour que ce soit plus marquant. Comme tous les... c'est comme les mouvements terroristes, il frappe des innocents pour que ça provoque un choc. Parce que dans la psyché d'Olivier Foch, le tueur, il est persuadé qu'en perpétrant ces meurtres, un choc va se produire et qu'on va se poser des questions de pourquoi il y a des meurtres. Oui, que les médias peut-être vont voilà, parler, donc il y a ça. Je précise aussi qu'il a une autre affaire également, Olivier Foch. Il a aussi une agence de booking de DJ. Il a pour principale cliente une DJ, mais il book aussi si besoin d'autres DJ. Parce qu'il a fait ses premières armes pendant qu'il faisait ses études de commerce. Il était booker de DJ parce qu'il fréquentait justement la bande de Oni de prime abord, de Kurt Gainsbar, de Pam Pam Master dans l'appartement. Donc c'est un festif. C'est un festif, exactement. Alors c'est pas un des personnages principaux, mais il venait. Il faisait partie de l'histoire. Et il faisait partie des soirées électro qui avaient lieu à Bordeaux, et il a vite compris, un bon entrepreneur qui avait de l'argent à faire avec les DJ, parce que booker un DJ qui débute, ça coûte vraiment pas très cher, parce qu'il suffit juste de le flatter avec un peu de drogue à ne pas faire. Avec très peu d'argent, c'est-à-dire entre 20 et maximum 50 euros, et en vous balançant une ou deux filles faciles, et le DJ, pour lui, vit la soirée de sa vie. Ça te fera de la pub. Et la fameuse « ça te fera de la pub » que l'on connaît aussi bien dans la musique que dans la littérature, que dans... Voilà, il faut toujours... Si vous permettez, j'aimerais vous couper parce que là, tout ça, on a bien compris, mais on va y revenir. Mais Sébastien Gonzalez, vous parlez avec lui, puis il vous dit qu'il vous propose de publier des textes de Facebook, de faire un livre avec ça. On part de là, et là, attendez, vous écrivez un livre de 682 pages. Tout à fait. Je le sais, c'est bon, je connais de secret pour personne, c'est moi l'éditeur. 682 pages, c'est quand même énorme. Comment écrit-on un livre de 682 pages? Quelle a été votre routine? Parce que vous avez acquis l'expérience.
quelle a été la routine qui vous a permis d'écrire un livre aussi gigantesque? Le fait de beaucoup lire aussi. Je prends cette phrase notamment de James Baldwin, auteur afro-américain ayant vécu à Paris notamment, hein, excellent auteur afro-américain, qui dit notamment, en gros, la phrase celle-ci, il dit lisez, 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 et quand vous en avez assez, écrivez. Et je pense que je fais partie de ce monde-là. Je lis beaucoup. Je lis et je lisais, et ce qui a été le déclencheur de ce livre-là et de faire un livre assez consistant, j'ai lu notamment Le bûcher des vanités de Tom Wolfe qui fait 900 pages, et j'ai aussi lu American Psycho. Bon, si je ne vais pas faire mon récapitulatif de tous les plus gros livres que j'ai lus, mais j'ai lu Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Une fois qu'on le voit là derrière, on voit une collection de Pléiades que les spectateurs pourront apprécier. Ouais, voilà. Bon, moi je lis aussi je m'intéresse. Avant, j'avais pas la patience, mais maintenant je m'intéresse de plus en plus au pavé. Et j'ai lu notamment aussi le Ulysse de James Joyce en 7 jours. C'est un livre de 1200 pages, mais un livre très très compliqué. Vous avez dû voir sur Instagram des vidéos où je parle rapidement du livre, et c'est un livre très très compliqué, mais je suis assez intéressé. Et en fait, je lisais Le bûcher des vanités et je pensais aussi à American Psycho, et en même temps, je commençais dans ma tête germer au début de l'année l'idée d'écrire ce livre sur ce serial killer. À la base, j'étais parti sur un 400 pages, ce qui est quand même un bon format, hein, je veux dire un format roman, 400 pages, c'est quand même sérieux. Et plus ça allait, plus j'avais d'éléments qui venaient dans ma tête, et qui c'était pas pour donner de l'épaisseur pour donner de l'épaisseur, mais ça donnait du sens. Plus je développais mon livre, et ça enrichissait l'histoire, et ça donnait du sens, et ce qui fait que les premières personnes qui l'ont lu, et même maintenant qui le lisent, parce qu'il y en a qui l'ont lu et certains qui le lisent et d'autres qui le liront, et lisez-le surtout. Oui, vous savez où vous le procurez, édition zolaintondo.fr, et chez votre libraire préféré, allez-y, et sur les plateformes, tapez sur Google, vous trouverez de suite, il n'y a aucun problème. Combien de temps cela vous a pris pour rédiger ces 682 pages? Alors en temps effectif, je dirais, parce que bon, j'ai une coupure, je ne rentrerai pas dedans dans le pourquoi du comment de la coupure, mais je dirais sur du... entre 4-5-6 mois, 4 et 5 mois peut-être. C'est rapide quand même. C'est rapide, ouais, mais j'avais un plan très défini, et j'allais très très vite en fait, et je savais où j'allais, donc tous les jours. Vous aviez vraiment envie d'écrire ce livre parce oui, j'avais, et puis c'était une sorte de défi. Je venais juste de lire Le bûcher des vanités de Tom Wolfe. Tom Wolfe, c'est un maître, et l'idée parfois c'est de dépasser les maîtres, ou au moins de faire comme eux, de les égaler, et donc et aussi American Psycho de Baptiste Easton qui est un gros pavé, et c'est ça qui m'a motivé à continuer, à poursuivre. J'aurais pu m'arrêter à 400 pages, mais plus j'écrivais, plus je me disais non, je peux amener d'autres éléments encore plus croustillants, et qui font que l'intrigue en fait fait des histoires dans l'histoire en fait. C'est-à-dire que ce livre, en fait, il faut que vous compreniez que ce n'est pas qu'une histoire d'un tueur en série. Ça va plus loin que ça. Il y a des réflexions philosophiques, sociétales, culturelles. Il y a plein de choses en fait dans ce livre. Donc ça ne pouvait pas en rester qu'à une histoire simple, stricto sensu de tueur en série. Donc c'est pour ça que j'ai été plus loin. Voilà. D'ailleurs, je ne cache pas, je n'ai pas une énorme culture
de tueurs en série et encore moins de séries de tueurs en série. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que je regarde très peu de séries. Donc c'est pas. Mais par contre, bon, j'ai quand même assez d'imagination pour trouver des meurtres adéquats. Il n'y a pas de spoil là-dessus. Il y a 5 meurtres dans le livre, hein, au moins que vous le sachiez. Il y a 5 bons meurtres bien intéressants. Voilà. Qui devraient être graphiques, comme on dit. Voilà. Figuratif en français. Voilà, et je ne cache pas que ce livre pourrait être justement, si ce n'est pas au mieux un film, au plus bas une série, en fait. C'est-à-dire que ce livre peut être tout à fait un metteur en scène, un réalisateur peut le prendre et peut en faire un film très très rapidement. Il a tout pour être mis à l'écran, notamment, et je l'ai écrit aussi en ce sens, puisque je suis cinéphile et que je parle d'un cinéphile également. Donc en fait, vous voyez, tout est lié là-dedans. L'idée là-dedans est prégnante. Il y a aussi en toile de fond le cinéma. Voilà, mon amour pour le cinéma. Alors, Laure Capot, que nous connaissons, vous et moi, m'a rapporté qu'elle avait été impressionnée par la rigueur et la cohérence qui existait entre chaque intrigue et sous-intrigue. Donc finalement, tout ça est dû à tout ce travail que vous avez fait pour enrichir et en faire un livre de 682 pages. Vous avez vraiment tout fait finalement pour amener le lecteur justement à une délectation. Oui, parce que je veux pas que ce soit moi, je me rappelle quand je lisais justement un de mes premiers grands pavés, ça a été des frères Karamazov, Dostoïevski, c'est très technique, c'est un monument de la littérature mondiale, c'est au patrimoine, c'est quasiment pour moi au patrimoine de l'humanité, mais c'est des contextes longs, lourds, pénibles, et j'avais pas. La lecture est une gymnastique intellectuelle aussi, il ne faut pas l'oublier, et donc c'était assez pénible. Mais là, je suis persuadé que ces 680 pages, et d'ailleurs vous avez cité notre amie Laure Capot, que je salue et que je remercie. Lectrice, exactement, et une des premières supportrices du livre. Je ne vous cache pas que c'est pas le nombre de pages qui effraie, parce que là on est encore sur le principe du page turner, où on a envie d'en savoir plus, voilà, à chaque page, parce que c'est bien ficelé en fait, et on veut savoir, et tout vient pas, et d'ailleurs Laure Capot, pour parler une fois de plus d'elle, s'en étonne, mais tout vient pas comme on veut, il faut patienter, voilà, on passe par des chemins de traverse, c'est tout ça, les salles sanglantes, et c'est pour ça que ça fait un livre de 680 pages, voilà, j'avais pas prévu ça au départ, moi je pensais que j'allais rester sur du 400, mais il s'est avéré que mon imagination, mon appétit de film et de lecture quotidien font que, en fait, voilà, j'ai beaucoup d'imagination, en fait. Voilà. Alors c'est un roman, alors pour ceux qui nous regardent, c'est quoi? C'est un livre, parce que la couverture laisse penser à un livre d'horreur finalement. Ouais. Mais si je comprends bien, et finalement je le sais en fait, parce que je fais un peu semblant, parce que je dois me mettre à la place de ceux qui nous regardent, c'est quoi? C'est une enquête? Comment vous, dans votre tête, avez-vous conçu ce livre objectivement? Je l'ai conçu... C'est un roman policier, je veux dire, c'est... Le plus simple, ce serait de dire que ce serait un roman policier. Parce que ce sont des meurtres et que forcément, force doit rester à la loi et voilà. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus profond que ça. Et moi, j'estime que les plus grands livres, sont ceux qui ne traitent pas nécessairement que d'un sujet, qui amènent sur plusieurs sujets. Donc, on a, en premier lieu, un cinéphile qui, lassé d'incivilité au cinéma, tue des innocents, mais cet homme-là a bien une vie. Il est bien né, il a bien eu une famille, il a toujours une famille d'ailleurs, même si ses rapports sont compliqués avec elle.
il a voyagé dans le monde entier, il a un réseau énorme, il a un carnet d'adresses, bon voilà, en veux-tu en voilà. Mais pour autant, il est devenu totalement solitaire, il est quasiment misanthrope. À Bordeaux, il habite place Gambetta, mais dans l'immeuble au-dessus de chez Hermès, le concurrent de LVMH. Donc en fait, comme je dis, la toile de fond, c'est un tueur en série dans un cinéma. Oui, c'est-à-dire ou plutôt, comment dire, les incivilités qui mènent cet homme à commettre ce qu'il va commettre. Voilà. Mais il y a sur 682 pages, vous avez évidemment dû développer pas toute la vie du personnage, mais toute la sociologie qui gravite autour de lui. Exactement. C'est-à-dire, le club de twerk avec Oli de prime abord, il a une agence de DJ. Exactement. Oui. Il est chez LVMH. Voilà. Donc tout ça, j'imagine, est forcément développé. On doit parler un peu de LVMH, on parle de twerk, etc. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Donc de Pharrell Williams, si on parle Exactement. Exactement. De Kanye West peut-être, Virgil Abloh, enfin toute cette galaxie. Exactement, et vu qu'on on parle de la société dans son ensemble, il y a même une émission, une retranscription d'une émission de Cyril Hanouna à cause des meurtres en série, ça va jusqu'à Hanouna. Je rappelle que c'est une fiction. Oui, voilà. Mais forcément, vu que oui, mais comme on peut le voir, j'imagine. Comment ils font, pour ou contre, oui ou non? Est-ce que c'est... C'est un roman sociétal, c'est un roman qui pose des questions parce que est-ce que le fait que quelqu'un fasse du bruit mérite que l'on tue des innocents? Évidemment, la réponse elle est quand même facile quand même. Voilà, donc il y a plein de questions qui sont posées. Il faut toujours des pour et des contre quand même. Bien sûr. Mais moi, là, je parle du livre. Moi, là, je reviens au livre. Le livre, sur la globalité, moi, l'idée, c'était ça. C'était de me dire, je n'en reste pas. Et c'est pour ça que c'est un polar, c'est un polar. Un polar, c'est Jean-Michel qui tue Janine ou Sébastien. Il se cache, il dissimule, il y a des policiers qui enquêtent dessus ou un policier, et à la fin il trouve, et puis ou il trouve pas s'il y a une suite, mais s'il trouve, le personnage principal va en prison. Voilà. Ne cherchant pas à vous spoiler la fin du livre, ce serait quand même stupide, puisqu'il faut que vous le lisiez absolument. Sachez que ce livre c'est un livre à plusieurs facettes en fait, voilà, dont la toile de fond est un tueur en série, un cinéphile tueur en série dans un cinéma. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque comme vous l'avez vous-même évoqué, et comme moi je l'aborde aussi, sa vie est très très riche, malgré sa misanthropie. Voilà, parce qu'il a un passé aussi, et dans ce passé-là, il s'est éclaté, et beaucoup de choses. Mais il a aussi, comme chaque être humain, ses défaites, ses fêlures, ses traumas, et donc voilà. C'est ce qui amène notamment ce personnage à aller au meurtre. Après, il y a un déclencheur. Je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas vous spoiler le livre. Le livre, il est là, il est juste là, il n'est pas très loin de vous. Il est à un clic, il est un détour chez le libraire, voilà, il est vraiment très proche, donc je ne vais pas aller plus loin non plus, je vais pas quand même vous lire le livre. C'est pas, mais est-ce que vous pouvez nous lire le 4e de couverture? Alors, le 4e de couverture, je peux vous le lire. Alors, si vous voulez, je peux vous le lire tout d'abord en serbo-croate, ensuite je le lirai en latin. Et je terminerai, pourquoi pas, en sanskrit. Je pense qu'on sera bien. Alors, je vais vous le lire. Pascal Bielski, Les salles sanglantes. Dans les salles de cinéma jadis paisibles, une épidémie d'incivilité a pris racine, dénaturant l'expérience cinématographique. Des téléphones lumineux percent l'obscurité, tels des étoiles déchues, les chuchotements se muent en cris, et les pieds négligents se posent sur les sièges avoisinants, transformant ces lieux en champs de bataille sonores et visuels. Les spectateurs autrefois captivés sont désormais confrontés à des distractions incessantes, sapant la magie du grand écran.
C'est dans ce contexte qu'émerge la personnalité d'Olivier Foch, 37 ans, membre du conseil de surveillance du groupe leader mondial de luxe LVMH et passionné de cinéma qui refuse de se résigner. Après avoir été victime d'une agression choquante pendant une séance, il se lance dans une quête singulière pour rétablir l'ordre. Bienvenue dans Les Salles Sanglantes, un récit initiatique où Foch tente de résoudre le problème d'une manière complètement insolite, laissant une empreinte indélébile dans l'univers des salles obscures. 3 petits points, aux éditions Zola Tondo, Les Salles Sanglantes de Pascal Bielskis. Voilà.